Bonjour à tous. Merci d'être venus de façon si matinale. J'espère que tous les neurones sont connectés. C'est pas très compliqué non plus. Et donc je suis ravie de pouvoir vous présenter les résultats de cette dernière étude du groupe NEMO, qui porte donc sur l'impact de l'obésité sur les résultats de la neurostimulation des racines sacrées dans l'incontinence fécale. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Donc, l'obésité est connue pour être un facteur de risque d'incontinence anale dans la population générale et puis aussi plus spécifiquement chez les femmes après un accouchement. L'obésité maternelle est un facteur de risque d'incontinence fécale postpartum. Alors comme l'obésité est un facteur de risque d'incontinence anale et fécale, on peut se poser la question de l'efficacité du résultat des traitements habituellement proposés dans l'incontinence fécale chez ce groupe de patients. Il y a peu d'études, et d'ailleurs il n'y a aucune étude spécifique qui réponde à la question, mais il y a quelques études qui ont étudié l'impact de l'IMC sur les résultats dans le cadre de la recherche de facteurs de risque, de facteurs prédictifs, de réponse à une neurostimulation des racines sacrées. Et donc à la phase de test, l'IMC n'a pas pu être identifié comme un facteur prédictif de bonne réponse. Par contre, quand on prend plus spécifiquement le groupe des patientes qui étaient incontinentes fécales après une rupture sphinctérienne, on s'aperçoit que les patients obèses ont un meilleur résultat pas le patient obèse, mais le BMI est en faveur d'un meilleur résultat de l'incontinence fécale. En revanche, quand on s'intéresse à l'efficacité de la neurostimulation une fois le stimulateur implanté, là encore, donc on n'a aucune étude spécifique, mais l'obésité ne semble pas impacter les résultats quand on évalue la satisfaction du patient, ce qui reste un peu limité comme évaluation. Et donc, actuellement, on peut conclure au vu de ces données qu'il n'y a aucune donnée qui évalue l'impact de l'obésité sur la morbidité et les résultats fonctionnels de la neurostimulation des racines sacrées dans l'incontinence fécale. Et donc, c'est l'objectif de notre étude qu'on a appelée MOBI, qui était d'évaluer l'efficacité à long terme de la neuromodulation des racines sacrées sur l'incontinence fécale chez les patients obèses, afin d'évaluer la morbidité précoce et tardive chez ces patients et d'évaluer la qualité de vie des patients obèses porteurs d'une neurostimulation des racines sacrées. Donc, son design, c'est une étude qui est rétrospective de la cohorte prospective multicentrique NEMO, avec les 4 centres qui ont accepté de participer. C'est un suivi prospectif annuel des patients qui sont porteurs d'une neurostimulation des racines sacrées. Et donc, les critères d'inclusion pour notre étude plus spécifiquement, il fallait être incontinent fécal, être implanté d'un stimulateur de neurostimulation des racines sacrées, avoir un BMI connu à l'implantation dans la base de données. Et puis, on a identifié parmi ces patients ceux qui avaient un BMI supérieur ou égal à 30, qui étaient considérés comme atteints d'obésité selon la définition. Et puis, on a comparé le groupe obèse avec le groupe contrôle, qui avait, lui, un BMI strictement inférieur à 30. On a comparé les données cliniques préopératoires, les données de morbidité, le score fonctionnel qui était le score de Wexner et le score de qualité de vie qui était le score de Ficol. Donc la cohorte que nous avons étudiée était constituée de 2005 à 2020. On avait 613 patients neuromodulés pour incontinence fécale. Le groupe contrôle comprenait 489 patients et le groupe atteint d'obésité, 124 patients. En termes d'âge et de genre, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. On avait majoritairement des femmes, c'est pour ça que je vous ai présenté des petits bonhommes habillés avec une robe. Et que le diabète, évidemment, était significativement plus fréquent dans le groupe obèse. Et que le sphincter était moins souvent lésé dans le groupe obèse, ce qui peut s'expliquer par le fait que l'obésité en soi est un facteur de risque d'incontinence anale. Et donc oui, évidemment, la réparation sphinctérienne était plus fréquente dans le groupe des patients contrôle. En termes de morbidité précoce et tardive, on avait un suivi moyen de 76 mois. Finalement, dans cette période, en comptant toutes les reprises chirurgicales, toutes les reprises de gestes qui est considérées comme révision ou explant, on avait 361 patients qui étaient concernés, donc 59% de la population.
il n'y avait pas vraiment de différence entre le groupe contrôle et le groupe obésité quand on regardait l'ensemble des révisions et des explants. Le taux de révision ou d'explant pour infection n'était pas différent, 4% dans le groupe contrôle et 6% dans le groupe obèse. Et le taux d'explant, qui était principalement pour une perte d'efficacité, non-utilisation du dispositif, était similaire entre les deux groupes. En termes de révision chirurgicale, plus spécifiquement, donc elles ont concerné 47% des patients, donc on appelle révision chirurgicale les révisions qui n'ont pas amené à une explant du dispositif. Et donc en moyenne, il y avait 1,3, alors c'est pas changement, pardon, c'est révision par patient. Et donc, quand on regarde les motifs de révision, on voit que la principale cause de révision, c'était le changement de batterie. Logique, hein, au bout de 5 ans en moyenne, on est obligé de changer la batterie, donc ce qui n'est pas étonnant. Après, quand on regarde les changements, enfin les révisions plus spécifiques, donc il y avait une perte d'efficacité, enfin un changement pour perte d'efficacité de façon plus fréquente dans le groupe contrôle que dans le groupe obèse, avec 7% dans le groupe contrôle et 2% dans le groupe obèse. Et pour les douleurs, on n'avait pas de différence. Quand on regarde les résultats fonctionnels, donc les données étaient disponibles chez 66% des patients entre 1 et 3 ans et 317 patients entre 4 et 5 ans, donc 52%. Donc quand on regarde strictement le score de Wexner, on n'avait pas de différence entre les groupes à 1, 3 ans et 4, 5 ans. On avait une diminution significative attendue par rapport au score préopératoire, évidemment. Et puis, comme on savait, on avait vu avant que le test pouvait être plus efficace chez les patients obèses. On s'est intéressé à regarder chez les patients obèses, qui avaient une réparation sphinctérienne au préalable, enfin, en tout cas qui avaient un sphincter lésé. On s'est intéressé à regarder les résultats dans ces deux groupes distincts, sphincter intact, rupture sphinctérienne, et on voit que là encore, il n'y avait pas de différence entre le groupe obèse et le groupe contrôle. Alors par contre, quand on regarde plus spécifiquement l'amélioration d'au moins 50% du score de Wexner, là on se rend compte que les patients obèses ont une meilleure amélioration significativement par rapport au groupe contrôle à 1 à 3 ans, et puis ça s'efface à 4 à 5 ans. Et même si les chiffres sont assez faibles, on n'a pas réussi à obtenir de résultats significatifs, on voit que la tendance est la même, que le sphincter soit intact ou qu'il soit lésé. Donc on a conclu que l'obésité pouvait être associée à un meilleur résultat fonctionnel. Et quand on regarde la qualité de vie, on voit qu'en fait au départ dans notre série, les patients obèses et les patients en contrôle avaient une qualité de vie différente, avec une altération de la qualité de vie en comparaison du groupe contrôle chez les patients obèses, notamment pour les comportements et la dépression. Et en fait, on voit qu'au fil du temps, jusqu'à 4-5 ans, le groupe obèse rejoint le groupe contrôle, ce qui peut laisser penser qu'il y a une amélioration de la qualité de vie plus marquée dans le groupe obèse. Donc en conclusion, pour nous, il n'y a pas eu d'impact de l'obésité sur la morbidité précoce et tardive. Par contre, on a de meilleurs résultats fonctionnels de la neurostimulation des racines sacrées chez les patients obèses, avec une proportion plus élevée de patients qui ont une diminution de plus de 50% du score de Wexner, et puis moins de révisions pour perte d'efficacité, et probablement un retentissement positif sur la qualité de vie. Et donc, on pourrait en conclure qu'au vu du bon résultat chez les patients obèses, on pourrait peut-être privilégier cette stratégie dans le traitement de l'incontinence fécale chez les patients obèses, et notamment chez les femmes jeunes qui ont une rupture sphinctérienne, puisqu'il est démontré que, par contre, la réparation sphinctérienne donne de moins bons résultats chez les patients obèses que chez les patients non obèses. Je vous remercie de votre attention. Merci, Émilie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, en attendant, j'ai une question. Sur le diabète, souvent, les patients diabétiques, on hésite à les implanter parce que Valérie me dit toujours non, il va s'infecter, ça va être l'enfer. Et type 1 non équilibré. Et je voulais savoir si dans l'étude, tu as trouvé qu'il y avait plus de complications effectivement chez les patients diabétiques implantés et plus d'infections en particulier. Non, il n'y avait pas non plus, je ne l'ai pas présenté, il n'y avait pas non plus parce que j'ai regardé. Mais de toute façon, on va faire une analyse multivariée pour vérifier que l'obésité est bien indépendante et un facteur indépendant. Mais en pratique, il n'y avait pas d'impact du diabète. Et alors, il est probable quand même que les patients qui étaient implantés aient été des patients qui avaient un diabète équilibré. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il n'y a pas d'impact du diabète. Merci. Oui, merci Émilie pour ta présentation. Est-ce que tu avais les données sur le type de l'incontinence fécale, active, passive ? Alors,
j'avais pas pour tout le monde, donc j'ai pas pu le mettre. J'avais si elle était neurogène, si elle était secondaire à un traumatisme obstétrical, proctologique, idiopathique probablement quand il n'y avait pas de cause véritablement retrouvée. Voilà, c'est le détail que j'avais pour tout le monde et que j'ai pu utiliser. Et il n'y avait pas de différence entre les différentes étiologies. Okay. Et comment est-ce que tu expliques que finalement il y a un meilleur résultat chez les obèses au début? Alors, on a deux hypothèses. Il y en a une qui pourrait être vérifiable, mais il faudrait que je vous demande de tous reprendre vos données. Il y a deux hypothèses. La première, c'est que les patients obèses pourraient perdre du poids parce qu'ils deviennent plus actifs et donc optimisent leurs résultats, du coup, par la perte de poids également. Puisqu'on améliore leur incontinence, ils deviennent plus actifs, ils repèrent du poids et c'est du coup un cercle vertueux. L'autre hypothèse, c'est que ces patients sont déjà peut-être un peu plus à même de suivre des recommandations hygiéno-diététiques, puisqu'ils savent que pour améliorer ne serait-ce que leur poids, il faut des règles hygiéno-diététiques. Et peut-être qu'ils les suivent mieux que les autres. Et on sait que suivre ces règles hygiéno-diététiques pendant la neurostimulation des racines sacrées, c'est aussi important pour le résultat fonctionnel. Donc c'est les deux pistes. La deuxième, on ne pourra jamais la vérifier. Mais la première, peut-être, donc si vous voulez qu'on la vérifie, il faudra retourner dans les dossiers, chercher le BMI après implantation. Est-ce que tu ne crois pas que ça peut aussi avoir un rôle sur l'inflammation digestive qu'on retrouve chez les obèses et qui est responsable de diarrhée, qui est responsable de fuite? C'est possible aussi, je pense qu'à Nantes, vous avez démontré qu'il y avait un rôle peut-être anti-inflammatoire aussi de la neuromodulation. Oui, tout à fait. Dans le laboratoire qui nous a permis de faire l'étude sur la neurostimulation et l'inflammation, ils ont aussi démontré qu'en effet, il y avait de l'inflammation digestive plus chez les patients obèses. Et donc, en effet, ça pourrait être une piste également. Oui, tout à fait. Et ça peut aussi être évalué par des biopsies, mais ça demande un peu plus de oui, là, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, merci, Émilie. Merci beaucoup.